Quand la neige est si blanche qu'on ne peut la discerner du brouillard, quand elle est si épaisse qu'elle a assurément tué toute la végétation qui se trouvait là, quand elle est si froide qu'elle projette un vent glacé qui crie seul dans la nuit, quand elle est si profonde qu'elle garde enfouis tous les secrets. Les lumières des voitures de police créent au sol un spectacle lumineux digne d'une fête foraine. Le rouge chasse le bleu, et le bleu chasse le rouge. Une fine couche de verglas se dépose sur les vitres. Les agents se réchauffent autour d'un thermos qui a fait son temps. Plus loin, un autre se tient, debout, face à l'immensité blanche, qui s'assombrit au fur et à mesure. Il saisit sa lampe torche et éclaire l'infini. Tel un phare pathétique, il balaie la zone de sa lumière. Il aperçoit quelque chose. Avec ses irrégularités, la neige n'aide pas. Mais il approche quand même. L'objet qu'il a aperçu est plus petit qu'il l'imagine. Il tiendrait dans le creux de sa main. Il ramasse cette petite boule, jaunie par le temps. 2 points roses sont visibles à sa surface. Disons plutôt été, car le temps a fait son affaire. L'homme fixe les boîtes aux lettres. Il voit ce nom. Il voit ce nom qui est le sien. Qui était le sien. Il n'est plus grand-chose maintenant. Il se tient debout dans le hall depuis maintenant presque 20 minutes. Son imperméable fait se retourner certains passants qui ne lui offrent qu'un regard austère et accélèrent le pas. Il n'a pas plu depuis 2 semaines, mais pour lui, c'est pareil. Il pourrait pleuvoir tous les jours, rien ne serait plus gris. Tout est déjà gris. La concierge s'approche de lui avec son aspirateur qui rugit à plein poumon. Le bruit l'effraie l'espace d'une seconde. Il lui fait prendre la fuite d'un pas lent vers l'extérieur. Il sort sur le trottoir, jonché de mégots et de prospectus déchirés. Il sent le poids d'une averse sur ses épaules, mais il ne pleut pas. Il ne verra plus la pluie. Il marche toujours. Un groupe de jeunes l'interpelle. Peut-être quelqu'un d'autre. Il ne se retourne pas. Maintenant, tout lui est égal. Il traverse la rue, acclamé par les klaxons furieux des automobilistes qui l'invectivent à travers leurs pare-brise. Il ne les entend pas. Il ne veut plus les entendre. Il rejoint un parking, enjambe le petit muret de pierre, s'approche de la caisse automatique. Il paye, il pose son portefeuille sur la borne et se dirige vers le sous-sol. Il n'en aura plus besoin. Il ne veut plus en avoir besoin. Il ouvre la porte coupe-feu qui entame un chant strident qui résonne dans tout l'étage -1. Il longe des dizaines de voitures, blanches, noires, noires, grises, noires, blanches, blanches. À quoi bon? Il s'immobilise devant la voiture dont il a toujours rêvé. La couleur parfaite, les options idéales. Il a les clés dans sa poche. Il monte. Il prend ensuite un moment de calme. Il attend que le silence se fasse dans l'habitacle, comme dans sa tête. Il vide les poches détendues de son pantalon. 2 papiers de chewing-gum, un briquet vide, 7 tickets de métro encore valables, 1 ou 2 trombones, quelques pièces de monnaie. Il lâche le tout dans le cendrier, ce qui cause une avalanche de bruit qui lui donne la nausée. Il prend quelques minutes pour se ressaisir. Il met ensuite le contact et démarre. Il prend le chemin qu'il prenait jadis tous les matins, pour aller travailler. Il n'en peut plus de travailler. Il passe le paysage qu'il a tant de fois émerveillé. Aujourd'hui, il passe sans le regarder. Il se gare au pied d'un immeuble, l'immeuble de ce qui était son ancien travail. Et pourtant, il y retourne.
Il gravit les marches une par une, sans faux pas, sans maladresse, avec une précision chirurgicale. Il passe devant l'endroit qui lui servait de bureau. Il avait le plus grand du service. Maintenant, ils peuvent bien le donner à un autre. Il n'y reviendra plus. Il aperçoit à travers les grandes fenêtres que la nuit commence à tomber. Cela l'arrange. Il ne croisera personne à cette heure-ci. Il arrive au bout des escaliers, devant une porte. Il la pousse. Il est dehors, sur le toit. Il peut enfin respirer. Il se rapproche du bord, monte hasardeusement sur le rebord, puis se redresse. Il fait face à la ville qui resplendit. Mais cela ne lui fait rien. Plus rien n'a d'importance. Le vent malmène ses cheveux et sa veste. Il s'imagine sauter, puis chuter, voir les lumières défiler comme dans une rame de métro à vive allure. Mais il n'atteint pas le sol. Il s'arrête à une dizaine de mètres de celui-ci. Il sent les effluves traverser son corps et la lumière se refléter dans les plis de son imperméable. Il rouvre les yeux et descend du rebord et de l'immeuble. Il est à nouveau dans sa voiture. Le volume de la radio est à fond. Il ne l'entend pas. Il n'entend plus la musique. Il roule sans but, pour rien. Il sent des gouttes sur son visage. Est-ce que ce sont des larmes ? Peu lui importe. Il roule, plus vite. Il ne ressent plus l'ivresse de la vitesse. Il ne ressent plus grand-chose à vrai dire. Dans la brume matinale, il aperçoit une masse sombre sur le bord de la route. Il freine, revient en marche arrière. Il sort. Il est face à un agglomérat de métal qui formait sans doute un véhicule avant qu'il ne s'écrase contre cette barrière. Une femme, un enfant. Ils se dirigent vers moi. Je discerne maintenant mieux leur visage. C'est une petite fille tenue par la main par vraisemblablement sa mère. Les deux sont très jeunes, chacune à leur âge. L'enfant porte un bonnet bleu clair et un manteau jaune moutarde. Elle porte un petit sac à dos bleu, dont pend une forme que je n'arrive pas à identifier. La femme me supplie. Sa fille doit subir une opération. Elle doit y être à temps. Il n'y a que moi qui puisse le faire. Pourquoi me fait-elle confiance ? Probablement parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Je fais monter sa fille à l'avant. Je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable. Je n'ai plus le temps d'être raisonnable. La mère ne monte pas avec nous. Elle ne comptait pas le faire. Elle attend ici. Il n'y a que 2 places dans la voiture. Je lui propose ma place. Elle refuse. Pourquoi fait-elle ça ? Je commence à rouler. La vitesse raisonnée tout d'abord, mais je regarde rapidement ma montre. Je n'ai plus le temps d'être raisonnable. Je sais exactement où je dois aller. Je n'ai plus qu'à le faire. La route est droite. Le silence se fait dans la carrosserie insonorisée. Je regarde plus en détail ma passagère. Je distingue maintenant que la forme qui pendait de son sac et qui se trouve maintenant entre ses mains est en fait une sorte de peluche, mi-chiffon, mi-poupée, un petit clown en tissu. Je roule à une vitesse folle. Il a commencé à neiger. Pourquoi cette femme m'a fait confiance, putain ? Sa fille joue avec son jouet en le faisant marcher sur le rebord de la fenêtre. Pourquoi m'a-t-elle fait confiance ? Elle le pose sur ses genoux. N'ouvre pas la boîte à gants. Pourquoi elle me fait confiance alors que j'ai une arme dans ma boîte à gants ? Ne touche pas à cette boîte à gants, petite. Pourquoi cet enfant me fait confiance alors que j'avais prévu de tuer mon patron ? Serre ton clown, petite, et n'ouvre pas cette boîte à gants. Je n'avais pas parlé. Elle chantonnait un petit air en faisant danser sa peluche. Nous arrivons. J'ai le ventre serré. Je ne veux pas que ça se termine. C'était tellement doux. L'innocence de l'enfance. J'aimerais revivre ça. Je me garde devant la clinique. La petite reconnaît un médecin à l'extérieur. Elle ouvre la porte et s'élance dehors. Elle a oublié son sac et sa peluche. Je l'appelle. Elle est déjà loin. Je réfléchis quelques secondes. La mère a besoin d'aide. Dans ce froid, je ne donne pas cher de sa peau. Je redémarre, fais demi-tour, et fais bondir à nouveau ma voiture vers l'avant. Je roule encore plus vite. Je chantonne la chanson de la petite. Un petit air si simple, si joyeux. Je suis le pied collé au plancher. Je sens un à-coup. Je ne suis plus sûr de rouler sur la route. Qu'importe. La vitesse atteint des hauteurs hallucinantes. L'arrêt n'en est que plus brusque. Surtout quand il est dans un arbre. Les policiers se remplissent leur café. L'agent qui s'était éloigné revint vers eux. « Alors, du nouveau ?» demanda celui qui tenait le thermos. « Je viens d'avoir la dame dont il a conduit la fille à la clinique au Toki. Elle dit qu'il doit être dans le coin. »« Y a pas d'avis de disparition, les gars, on court après un fantôme, là, » ajouta un deuxième. « T'as trouvé quelque chose ?»« Je sais pas trop, il y avait juste ça. »« Et c'est quoi ?»
une tête de clown.